Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Ah, l'arrêt Jordan qui retient encore l'attention pour peut-être des mauvaises raisons et les avancées de l'intelligence artificielle qui soulèvent des questions éthiques et légales. Deux beaux sujets ce matin à aborder avec notre chroniqueur. Il est avocat, docteur en droit, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour Frédéric Tremblay. La presse qui nous racontait hier l'histoire d'un homme qui est accusé dans une histoire de violence envers une femme et même leur d'enfant et qui s'en tire finalement sans conséquence en raison des délais déraisonnables. On pointe le fameux arrêt Jordan. Est-ce que c'est le cas dans cette histoire? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est non. En fait, oui, mais non. Et je m'explique. Si je vous pose la question, Frédéric, et je la pose à tout le monde, évidemment, pas seulement à toi, est-ce qu'on souhaite qu'un accusé soit jugé rapidement ou pas? Je serais porté à dire oui. Oui, je pense que... Est-ce qu'on aime mieux qu'un accusé soit jugé de façon rapide ou de façon excessivement lente? Est-ce qu'on aime mieux le juger dans les 2 ans et demi ou dans les 14 ans? Je pense que tout le monde va répondre, dans les 2 ans et demi, nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. L'accusé qui a le droit à la présomption d'innocence a le droit de se défendre. Hein? Les victimes veulent que l'accusé en question soit jugé rapidement. Les familles des victimes également, les proches. Donc, tout le monde veut ça. Puis en plus, ça tombe bien, parce que c'est protégé par la Charte canadienne, tout ça. C'est-à-dire, c'est un droit constitutionnel d'être jugé dans un délai que l'on considère raisonnable. Or, l'arrêt Jordan vient nous dire ceci, c'est qu'un délai raisonnable, c'est 2 ans et demi pour les crimes importants, et puis pour les crimes un peu moins importants, dépendamment, là, c'est peut-être 18 mois, 20 mois. Évidemment, il y a toutes sortes d'exceptions, là, ici et là. Il peut y avoir un élastique à gauche et à droite, mais essentiellement, je viens de te dire là, ce qu'il y en est. Donc, pour moi, là, Jordan, c'est drôle. Je trouve que ça a juste beaucoup de sens, cette affaire-là. Or, pourquoi qu'on invoque encore Jordan aujourd'hui, en 2023? La réponse est vraiment facile. C'est qu'il y a, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont la juge en chef de la Cour du Québec, la juge en chef de la Cour supérieure, la juge en chef de la Cour d'appel du Québec et aussi la juge en chef du Québec tout court. Il n'y a pas suffisamment de juges, ça c'est 1, et 2, il n'y a pas suffisamment de ressources judiciaires. Et qu'est-ce que j'ai inclus là-dedans? J'ai inclus les greffières, par exemple, les constables spéciaux, les sténographes. Moi, comme avocat, c'est déjà arrivé de recevoir des courriels disant « Maître » avec un S, parce que le juge s'adresse à tous les avocats en même temps, « On ne pourra pas vous entendre demain parce que je n'ai pas de greffière. » Puis pourquoi qu'il n'y a pas de greffière? Parce qu'on ne les paie pas. Parce que Québec a décidé d'être cheap, disons-le franchement. Alors, ces mêmes greffières-là vont souvent travailler dans des palais de justice municipaux, par exemple à Laval, pour avoir des conditions de travail qui ont un minimum d'allure. À l'heure actuelle, il manque une 40aine de juges à la Cour du Québec. Ça, c'est surtout en matière criminelle, ce qui fait en sorte que comme on ne peut pas entendre les causes dans les délais fixés par Jordan, on est obligé de déclarer des arrêts de procédure. Et ça, la juge en chef Rondeau, on se souvient de l'ex-juge en chef Rondeau, on se souvient des chicanes entre elle et Jolin Barrette, elle le disait, là, j'ai besoin de 40 juges, on n'y arrivera pas. Et ce que dit Jolin Barrette, on s'en fout. La réalité, c'est que la Cour du Québec nous a dit au printemps dernier, puis je crois qu'on en avait parlé ensemble, Frédéric, il y a actuellement là, entre 50 et 60 000 dossiers au Québec qui sont à risque. Qui sont à risque de quoi? Qui sont à risque d'avorter parce qu'il n'y a pas de ressources judiciaires. Donc, des histoires comme celle de la presse, là, il y en a un sacré paquet. Et ça fait en sorte qu'on ne vit pas dans une société qui se respecte, à mon sens, parce qu'il y a des qui ont droit à la présomption d'innocence, évidemment, mais dans tous les cas, il peut y avoir des violeurs, des tueurs qui vont partir comme ça, sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de les juger. Alors, on comprend que c'est la machine judiciaire qui n'est peut-être pas bien huilée pour pouvoir rouler et ça provoque ces délais. Mais dans tout ça, Frédéric Bérard, je me demande, est-ce qu'il y a certains avocats tout de même qui étirent le processus, qui utilisent des stratagèmes pour justement peut-être pouvoir évoquer l'arrêt Jordan éventuellement pour leurs clients? Ben non, justement, parce que la Cour suprême, c'est pas 9 abrutis, hein, ça fait partie, c'est 9 des plus beaux cerveaux juridiques du pays, puis ils avaient prévu le coup. Si vous regardez l'arrêt Jordan, c'est écrit noir sur blanc. Un avocat de la défense
lorsqu'ils demandent des reports, des remises, bon, puis ils cherchent des excuses, tous ces délais-là ne sont pas computés dans le calcul dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que, bien évidemment, que tout le monde aurait compris que c'est ce que certains avocats auraient peut-être tenté de faire. Donc, ce n'est pas possible. On ne comptabilise pas les délais en question. Et puis, j'ajouterais ceci, si tu me permets, pour ceux qui se posent la question, oui, mais ça coûterait combien, tout ça? Parce que pour moi, c'est pas un problème de le processus judiciaire qui connaît des ratés. C'est le problème du processus judiciaire qui n'a pas suffisamment de ressources. Combien ça nous coûterait tout ça? Selon l'ex-juge en chef Rondeau, on parle encore, j'imagine, de 24 millions de dollars. Ça, c'est à peu près 3 parties des Kings de Los Angeles à Québec, Frédéric. Là. C'est des peanuts. C'est une poignée de change, sachant qu'on a reçu des chèques totalisant 13 milliards pour gagner la dernière élection. Donc, en d'autres termes, si on se respecte comme société, ben, ça prend un état de droit sérieux, ça prendrait un ministre de la Justice sérieux, puis ça prendrait justement une certaine priorité pour faire en sorte que les violeurs, les tueurs et autres ne partent pas à la course. Parlons d'intelligence artificielle. C'est un sujet chaud cette année. Il y a des bons côtés, les moteurs comme les chats GPT pour le service à la clientèle, l'assistance parfois, même si on préfère la chaleur humaine, ça peut avoir du bien. Mais il y a des zones sombres. Il y a certains logiciels qui permettent désormais de prendre l'image de n'importe qui, pas seulement les vedettes de Hollywood, mais aussi de modifier ces images et d'en faire tout ce qu'on veut, même parfois des vidéos pornographiques. Est-ce que ça suscite de l'inquiétude, à ton avis? Écoute, moi, je te dirais que contrairement à d'autres là, qui sont en pamoison devant l'intelligence artificielle, je pense notamment à mon ami Rudy Kaya qui me dit que ça révolutionne le monde puis pour le meilleur. Moi, j'ai la trouille, Frédéric. Bien honnêtement, j'ai la trouille parce que j'ai l'impression que ceci va donner le dernier coup de bâton aux assises de la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant. C'est tellement devenir difficile de savoir qui a réellement dit quoi. Et là, ce que tu viens de mentionner, c'en est, c'est à mon sens un symptôme très, très, très précis de ce que je te dis là. C'est-à-dire que là, on est capable de diffamer quelqu'un en j'ai pas essayé, là, t'auras compris, mais en quelques minutes à peine, peut-être. Et là, est-ce qu'il y a une violation beaucoup plus importante possible du droit à la dignité, du droit à la vie privée, du droit à l'image que ce que tu viens de mentionner là? Franchement, j'en doute. Parce que c'est vrai que comme citoyen, on se demande si on est protégé légalement. Par exemple, est-ce qu'un voisin, pervers ou mal intentionné, pourrait prendre une photo de ma blonde, de ma conjointe, de mes enfants et en faire ce qu'ils veulent? Ou encore dans les polyvalentes, par exemple, quelqu'un qui prend une photo d'une jeune de secondaire 3 et qui va s'amuser avec des vidéos à faire des choses épouvantables. Quelles sont nos protections légales actuellement là-dessus? Oui, puis probablement que c'est une question de temps avant qu'arrive une catastrophe à cet effet-là. Mais si ça peut rassurer les gens, parce que j'ai pas juste des mauvaises nouvelles ce matin, j'en ai des bonnes aussi. Il y a des recours. Évidemment, ça peut être long, ça peut être compliqué, mais il y a des recours qui existent. Par exemple, si on regarde la Charte québécoise, qui s'applique aux relations entre l'État et les citoyens, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes, mais cette Charte québécoise-là pourrait être invoquée pour poursuivre celui ou celle qui aura agi de cette manière-là en invoquant quoi, comme je le disais, la violation du droit à la vie privée, du droit à l'image, du droit à la dignité. Et on pourrait ajouter à ceci, et ça c'est important, ce qu'on appelle des dommages exemplaires ou des dommages punitifs, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous avez obtenu, vous avez eu pour 20 000 $ de dommages en termes d'atteinte à la réputation, la juge pourra ajouter ces mêmes dommages punitifs en disant je veux punir l'individu qui a agi de cette manière-là parce que l'atteinte aux droits protégés par la Charte québécoise était intentionnelle. En d'autres termes, quand c'est vraiment épouvantable et quand on sait qu'il y a cette espèce d'intention de nuire, la Cour peut rajouter un montant assez appréciable sur la facture du contrevenant. Ça peut nous rassurer, mais c'est vrai que c'est inquiétant et ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit des reportages, je crois, ou des témoignages, malheureusement, où des personnes auront subi des préjudices dans ces cas-là. On attendra. Frédéric Bérard, je vous confirme qu'il est un chroniqueur en chair et en os avec un cerveau 100% humain, avocat, docteur en droit et chroniqueur du Mercredi avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. C'est peut-être trop humain, mais ça, c'est une autre histoire. Jamais assez humain. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut.